Vous faites bien, très chers téléspectateurs de Web Info Télévision, très chers abonnés inconditionnels de Web Info Télévision, de nous prendre une nouvelle fois diffusion en cours dans le cadre de ces Web décryptages de ces lundis. Nous allons vraiment devoir revenir sur l'actualité qui a marqué, n'est-ce pas, les paysages politiques congolais tout au long du week-end dernier et même de ces matins, puisqu'il y a de l'évolution au niveau de Ouvira, mais également au niveau de Walikale. Alors, mon confrère Jenin Touali va devoir, n'est-ce pas, vous en dire plus par rapport à ce qui se passe sur le front, puisqu'il y a vraiment de l'évolution à l'heure où on est en train de vous parler, que ce soit à Ouvira, mais également à Walikale. Mais nous allons justement essayer de brosser ce qui s'y passe exactement. Alors, Dora revient à la charge juste après Luanda et Lomé. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement à Doha, puisque on a appris de nos sources que le Qatar voudrait reprendre la main de dialogue entre le M23 et la République démocratique du Congo, ou entre le régime de Kinshasa et le M23. Donc, cela vient juste après que, n'est-ce pas, Luanda, à travers notamment Joao Lorenzo, a pris, n'est-ce pas, le contrôle, disons, a repris le contrôle des pourparlers entre les différents Congolais, différentes parties antagonistes à la République démocratique du Congo. Mais également, si vous nous aviez suivi les samedis, vous auriez compris que Lomé s'est également activé, notamment avec, en convoquant tout un panel de médiateurs autour du conflit congolais. Et donc, juste après, Doha également revient à la charge. Alors, jusqu'à maintenant, on se demande d'où exactement viendra, n'est-ce pas, la solution diplomatique au conflit congolais, puisqu'on est tellement dispersé entre Lomé, Doha, Luanda, Washington, et même il y avait aussi de pourparlers à Nairobi qui ont, on ne sait pas si ils ont capoté ou ils ont justement été gelés. Donc on va devoir revenir sur cette revanche qui veut prendre Doha dans les cadres de pourparlers entre les M23 et Kinshasa. Alors Tshisekedi est de nouveau en déplacement. Cette fois, il s'est rendu d'ailleurs puisqu'il y est déjà à Davos. Nous sommes en Suisse pour, n'est-ce pas, un forum économique qui va réunir vraiment plusieurs pays, plusieurs chefs d'État, plusieurs membres de gouvernement. Et donc, lui s'y est rendu. Alors, vous savez très bien que Félix Tshisekedi, à travers notamment sa fameuse diplomatie agissante, il ne manque vraiment jamais des occasions pour aller, n'est-ce pas, discourir dans des salons diplomatiques d'une telle envergure. Donc, il s'est rendu à Davos, n'est-ce pas, pour aller porter la voix de la République démocratique du Congo. Alors certes, il y a aussi d'autres ministres qui vont devoir l'accompagner, mais il est vraiment en tête des files, n'est-ce pas, de la délégation congolaise qui se rend à Davos. Alors on va également revenir sur la situation terrible que vit l'opposition congolaise, notamment l'opposition radicale à Félix Tshisekedi, puisque déjà, ce week-end, un autre opposant a été enlevé de chez lui. C'est Aubin Mina Kunjalanjoko, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Lui aussi a été quasiment emporté de chez lui, peu après que l'autre tête de file du PPRD, parti chez Joseph Kabila, Ramazani Shadari, a été également, n'est-ce pas, cueilli pour aller être logé on ne sait où. Donc l'opposition congolaise est actuellement en pleine détresse et d'ailleurs on va devoir vous parler de la situation d'autres opposants qui sont quasiment en cavale. Voilà donc c'est sur quoi tournera ce WAP décryptage de ces lundis. Très chers abonnés, nous vous prions, n'est-ce pas, de faire comme d'habitude, de réagir, de nous faire part de vos différentes interventions, de nous faire part également de vos différents avis pour que nous aussi nous puissions, n'est-ce pas, le partager au grand monde, afin que, n'est-ce pas, nous puissions ensemble mener une émission qui soit la plus interactive possible. Alors, Faustin Mouyoua nous réalise, je suis Gaëtan Combi à la présentation, et donc nous commençons déjà avec un petit état des lieux de la situation
sur le front. Alors, je vous ai dit en liminaire qu'avec Jenin Touali, mon confrère, dans un autre numéro, n'est-ce pas, d'actualité, vous allez devoir vraiment être mis au parfum sur la situation qui s'y passe, hein. On est à Ouvira, mais également dans les Walikale où des bombardements sont signalés depuis ce matin. Alors, on vous a appris de par nos journaux, même de par nos différentes émissions qui ont précédé celle-ci, que la ville d'Ouvira venait d'être relâchée officiellement par l'AFC M23. Et donc, la situation a évolué puisque seulement dans la foulée de l'annonce, n'est-ce pas, du retrait total de l'AFC M23 à Ouvira, les troupes de Ouazalendo et le FRDC s'y sont une nouvelle fois rendus. Donc, peu après que Ouvira a été abandonné par les M23, le FRDC et les Ouazalendo s'y sont une nouvelle fois de plus rendus, puisque vous savez mieux que quiconque que Ouvira avait été conquis par le FRDC et donc par le M23, pardon, et donc les FRDC et alliés avaient été obligés, n'est-ce pas, de décamper et d'aller, n'est-ce pas, se positionner loin de Ouvira. Mais depuis que l'AFC M23 a décidé, n'est-ce pas, de s'y retirer, ces derniers s'y sont, n'est-ce pas, rendus une nouvelle fois de plus, rendant du coup plutôt impossible ce que souhaitait le M23, puisque lors de leur retrait, le M23 avait souhaité qu'une force des Nations Unies puisse y être, n'est-ce pas, déployée. Et donc, malheureusement pour les M23, heureusement pour les FARDC et les Ouazalendo, la situation a changé et donc ce sont les troupes congolaises et leurs alliés qui contrôlent actuellement la ville de Ouvira. Alors on y signale également plusieurs poches d'insécurité, il y a de crépitements des balles. De par nos sources, on nous signale également que vraiment il y aurait voilà, de la persécution menée par les Ouazalendo dans le Ouvira. Il y aurait également des cas de pillage, des tortures également. Et donc la situation jusque-là à Ouvira est un peu confuse et on attend toujours, n'est-ce pas, la réaction officielle par la voix officielle. Qui dit voix officielle congolaise dit notamment les ministres Patrick Mouyaya qui jusqu'à maintenant tarde encore à donner la vraie information sur ce qui se passe à Ouvira ou à confirmer même que, n'est-ce pas, Ouvira est repassé entre les mains de FRDC et leurs différents alliés. Alors à Walikale également, il y est signalé de cas de bombardement. Alors je vais devoir vous lire une dépêche nous faite par, n'est-ce pas, par nos confrères d'actualité.cd pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe à Walikale. Alors vous allez en savoir un peu plus avec Jenin Touali dans une prochaine production. Les positions de rebelles de l'AFCM 23 est installées sur le mont Kassopo à la limite entre le groupement Kisimba et Kobo dans le territoire de Walikale au nord Kivu a été ciblé tôt les matins de ce lundi, c'est-à-dire le matin d'aujourd'hui, 19 janvier, par des frappes aériennes de FRDC. Selon des sources à Roussamambu, environ 4 km du lieu du drame, les drones de l'armée congolaise ont survolé la zone toute la nuit de dimanche. Vers 4 heures du matin, la population des villages environnants a été réveillée par des explosions de bombes larguées par le drone sur cette position. En décembre dernier, cette zone a été le théâtre des violents affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Ouazalendo du groupe de la coalition Mouvement pour les changements CMC. Depuis le début de l'année 2026, c'est la première position rebelle ciblée par des frappes aériennes de FRDC en territoire de Walikale. Voilà donc la dépêche nous faite par nos confrères d'actualité.cd qui confirment qu'aujourd'hui, dans les Walikale, les M23 auraient été bombardés par les drones de l'armée congolaise. Alors, tout ceci rend en quelque sorte impossible, voire difficile, voire impossible, les cessez-le-feu tels que, n'est-ce pas, prévus dans différents accords signés, qu'il s'agisse des accords de Washington ou encore des accords des accords des Doha qui promeuvent en quelque sorte les cessez-le-feu, puisqu'on se rend compte que finalement, les différents belligérants ne se sont jamais, n'est-ce pas, quittés des yeux. Ils s'affrontent à tout va et de manière assez sporadique. Donc, dans la matinée de ce lundi, le drone des FRDC aurait
Nous sommes encore au conditionnel parce qu'on n'en a pas encore la vraie information, on n'en a pas encore le vrai confirmation venant notamment de la source officielle de l'armée congolaise, mais également de l'AFC M23. Mais quand même, nos différentes sources qui sont d'ailleurs dignes des fois nous signalent que les drones de FARDC a frappé une nouvelle fois de plus les positions de l'AFC M23, rendant ainsi, n'est-ce pas, difficile l'effectivité du cessez-le-feu, puisqu'on était en train de vous parler justement du cessez-le-feu comme une obligation sine qua non pour toutes les parties au conflit, une obligation promue par les accords de Washington, promue également par tout ce qui a été signé à Doha, mais jusqu'à maintenant, on a du mal, n'est-ce pas, à effectiviser ces cessez-le-feu. D'ailleurs, si vous aviez suivi également dans nos précédentes productions, nous vous avions parlé d'une résolution émise par le CIRG, par la CIRGL, n'est-ce pas, d'implanter une force de superposition capable, n'est-ce pas, de observer et d'analyser l'effectivité du cessez-le-feu. D'ailleurs, le président burundais Nkurunziza également a précisé, a demandé à ce que les troupes des Nations Unies puissent, n'est-ce pas, venir observer, venir étudier si le cessez-le-feu est vraiment effectif ou qui de belligérants est en train de mettre en échec ces cessez-le-feu. Et donc, à l'heure actuelle, c'est difficile de savoir de qui cette violation vient, mais quand même, il faut signaler que le cessez-le-feu est mis en échec au jour le jour sur différentes, n'est-ce pas, parties, sur différents fronts où les M23 et l'armée congolaise, avec ses alliés, bien évidemment, se regardent toujours en chaîne de faïence et continuent à s'envoyer des assauts. Voilà donc globalement, de manière assez générique, la situation au front, la situation actuelle au front. Tel que je vous l'ai dit, vous allez découvrir ce qui s'y passe en long et en large avec, en compagnie de Jeanine Touali qui reviendra notamment sur la situation dans le Ouvira qui évolue au fil des temps, mais également sur la situation dans le Walikale où une nouvelle fois de plus, il y est signalé de bombardements. Alors Doha, tel que je vous l'ai dit en titre, va reprendre la main. Personne ne veut lâcher cette affaire. Personne ne veut lâcher la République démocratique du Congo. Tout le monde veut, n'est-ce pas, s'impliquer dans la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors récemment, c'est l'Angola qui s'est une nouvelle fois de plus interposé sur demande, bien évidemment, du président Félix Tshisekedi. Pas plus tard que, disons pas plus tôt que il y a encore quelques jours, on a appris que à Lomé, il s'y déroulait également un sommet spécial réunissant différents délégués des différents pays d'Afrique, deux anciens chefs d'État, deux anciens chefs de gouvernement pour, n'est-ce pas, aboutir à une solution pacifique au problème de la République démocratique du Congo. Alors, on n'a pas encore véritablement accès aux recommandations exactes de ces sommets-là, bien que Faure Gnassingbé, le président l'ancien président du Togo a fait quelques, disons, a fait quelques recommandations, a formulé quelques recommandations qui, du reste, ne sont pas accolées à tous les représentants. Faure Gnassingbé est notamment revenu sur le fait que la dispersion de accords, la dispersion de dialogue n'est pas du tout une bonne solution au problème de la République démocratique du Congo. Puisqu'il a dit ceci, l'ancien président du Togo, il ne suffit pas de proclamer la paix, il faut la construire dans les temps. Et nous savons qu'elle s'affaiblit lorsque les initiatives se juxtaposent sans coordination. L'expérience récente nous l'a montré. La fragmentation des cadres de médiation et des initiatives affaiblit la paix plus qu'elle ne la sert. Donc c'était ça la recommandation, la crainte émise par Faure Gnassingbé qui fait partie de ces différents délégués présents à Lomé. Le fait pour Félix Tshisekedi, notamment pour ce c'est de lui qu'il s'agit, de disperser le cadre des médiations, les cadres des dialogues, puisque je vous ai dit en liminaire, si vous nous aviez suivi, qu'on est parti finalement de Nairobi à Washington en passant par Doha et aujourd'hui nous sommes à Luanda et à Lomé. Alors on ne sait plus exactement où classer, n'est-ce pas, où placer les curseurs, on ne sait plus exactement où, n'est-ce pas, placer notre attention.
on ne sait plus non plus d'où pourrait venir la solution au problème congolais. Est-ce que c'est à Washington avec le fameux accord Rwanda-République démocratique du Congo? Est-ce que c'est à Doha où tout est quasiment mis en veilleuse? Les 8 protocoles qui devraient être suivis, n'est-ce pas, sont toujours aujourd'hui en veilleuse. Est-ce que c'est à Doha que pourrait provenir la fumée blanche? Et c'est à Luanda finalement où Tshisekedi est allé solliciter le président Joao Lorenzo que les problèmes congolais pourraient finalement trouver de résolution. Nairobi, on n'en parlait plus. Maintenant, on est à Lomé et on se demande même ce qui s'y passe. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de savoir d'où viendra la solution en RDC. Mais le président Faure Gnassingbé a dit que cela n'était pas du tout, n'est-ce pas, bien de disperser à ces points, n'est-ce pas, les différents cadres de dialogue. Il faut un cadre unique ou un cadre, n'est-ce pas, de coordination unique à tous ces dialogues-là afin que l'on puisse savoir exactement c'est dans quoi on est et d'où pourrait provenir, n'est-ce pas, la solution au problème de la République démocratique du Congo qui jusque-là, disons-les, sont, n'est-ce pas, dispersés à travers plusieurs pays et à travers plusieurs régions de ces mondes. Alors, je vous ai dit que Doha voudrait reprendre la main et ce n'est pas du tout faux puisque selon nos sources qui sont dignes de foi, Doha préparerait une nouvelle fois des invitations à émettre aux différents officiels de Kinshasa et à Goma d'ailleurs où les M23 sont, n'est-ce pas, sont logés. Donc Doha prévoit, n'est-ce pas, d'envoyer des invitations à Kinshasa et à Goma pour les prochaines discussions sur les 6 protocoles. Les 6 protocoles qui sont jusque-là non respectés. Et parmi ces protocoles-là, il y a notamment le cessez-le-feu qui est quotidiennement mis en échec. Alors, Ahmed Essa Al-Salaiti, le représentant du ministre d'État qatari, a discuté avec Faure Gnassingbé sur les prochaines étapes des négociations AFC M23 et Kinshasa. Convergence de vues entre les Togo et le Qatar pour une approche concertée en matière de paix et de stabilité dans la région de Grand Lac, fondée sur les dialogues, la coopération régionale et le respect des initiatives de l'Union africaine. Le Qatar, à travers ses initiatives de dialogue, a démontré son engagement constant pour la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Ces efforts s'inscrivent dans une approche constructive visant à soutenir toutes les démarches de médiation et à encourager les dialogues inclusifs entre les parties concernées. En parfait accord avec la médiation de l'Union africaine portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, Doha réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec Lomé pour consolider les avancées du processus de paix et garantir une solution durable qui bénéficie à l'ensemble des populations affectées par la crise. Voilà donc ce qui est prévu à Doha. Donc des invitations seront envoyées à Kinshasa et à Goma pour que les deux parties reviennent sur la table de dialogue. Nous sommes là à Doha. Alors Doha, pourquoi ça pose problème à certains, mais pas du tout à d'autres? Je les rappelle ici l'enjeu et le contexte dans lequel Doha s'apprête, n'est-ce pas, à rappeler Kinshasa et Goma, Kinshasa et le M23 autour d'une table. Doha est souhaité par le M23. C'est les cadres qui sied les miens au M23. Pourquoi? Parce que Doha met directement sur la même table des négociations les M23 et Kinshasa. Pendant ce temps, Doha n'engage pas du tout, n'intéresse pas du tout ou ne, comment dirais-je, ne plaît pas du tout à Kinshasa. Kinshasa veut lui, soit Kinshasa veut Luanda. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Félix Tshisekedi avait appelé, n'est-ce pas, aux bons offices du président Joao Lorenzo. Doha est également souhaité par les partis de l'opposition radicale, comme la coalition, n'est-ce pas, Sauvons le Congo, portée par Joseph Kabila et bien d'autres acteurs de l'opposition tels que Matata Ponyo. Et ils veulent que la matière à Doha puisse être vidée pour que la deuxième étape de la procédure ou du processus, c'est-à-dire l'étape maintenant interne,
qui devrait être porté par les évêques de l'ECC, disons de la Senko et les leaders religieux de l'ECC, puisse maintenant être enclenché. Pendant ce temps, Kinshasa ne veut pas du tout des Doha. Voilà donc d'où règne la controverse, au point qu'aujourd'hui, tout est au point mort et on se demande même d'où proviendrait, n'est-ce pas, la solution au problème congolais. Et pendant ces temps, nous sommes dispersés, comme j'étais en train de vous le dire, entre Lomé, Luanda, Doha, Washington et même Nairobi qui est toujours en veilleuse. Donc c'est très compliqué, mais retenez que Doha veut reprendre la main et ne veut surtout pas laisser à Luanda l'initiative, n'est-ce pas, de mener les bons offices dans le conflit en République démocratique du Congo, très chers abonnés. Un conflit qui est devenu quasiment l'affaire de tous. L'affaire de tous les pays. Tous les pays veulent, n'est-ce pas, y fourrer leur nœud, au point qu'on se demande quels sont réellement les enjeux. Alors il y a eu Luanda 1 qui avait capoté du fait, n'est-ce pas, de l'attitude de Tshisekedi qui s'était tourné vers Doha en abandonnant Luanda 1. Il y a maintenant Luanda 2, il y a Nairobi qui est toujours en veilleuse. On ne sait pas la suite de Nairobi qui avait capoté. Washington, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, bien que si vous nous aviez suivi le samedi dernier, on vous a parlé des avancées dans l'administration Trump. L'administration Trump qui voudrait maintenant venir prendre ce qui lui est dû, c'est-à-dire les minerais en République démocratique du Congo. D'ailleurs, il y a eu un communiqué allant dans ce sens-là venant du gouvernement américain. Lomé également qui réunit les différents délégués des différents pays d'Afrique, dont Faure Gnassingbé, les Catherine Samba Panza et bien d'autres leaders, n'est-ce pas, inféodés à l'Union africaine. Et donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où pourrait venir la solution, puisqu'on est tellement éparpillé que c'est difficile de savoir où placer les curseurs. Alors, je vous ai dit en liminaire, très chers abonnés, que le président Félix Tshisekedi est de nouveau en voyage. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus trop si c'est son premier voyage en 2026. Ça doit être le deuxième ou le troisième en 2026, puisqu'il a il a accéléré des navettes entre Lomé, Kinshasa, entre Kinshasa et Luanda. Donc, ça doit être le premier, deuxième ou troisième voyage de Tshisekedi en 2026. Donc, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Davos, où d'ailleurs il a atterri. On va devoir vous montrer, n'est-ce pas, l'image de son atterrissage avec la complicité de la régie. Je ne sais pas si nous sommes déjà près de ces côtés-là pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous montrer comment Tshisekedi a atterri. Suivez cette courte vidéo, une courte vidéo pour comprendre en quelque sorte comment Tshisekedi a atterri à Davos. Nous sommes en Suisse. Voilà donc l'avion du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a atterri à Davos pour des forums économiques. Il a atterri à Davos après qu'il s'y soit une nouvelle fois rendu. C'est en 2023, lors de sa visite qui avait fait vraiment d'énormes polémiques. Il y a eu vraiment d'énormes polémiques en 2023 lorsque Félix Tshisekedi s'était rendu à Davos avec différents délégués, bien évidemment, de la République démocratique du Congo, différents proches. On avait d'ailleurs établi que pour une nuit, les proches de Tshisekedi dépensaient jusqu'à 440 000 francs suisses. 440 000 francs suisses pour une nuit. Donc, ça avait généré un tel tollé au pays que personne n'oublie vraiment ce que signifie Davos quand il s'agit des voyages du chef de l'État. Alors, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient du 19 au 23 janvier 2026 autour du thème central « Un esprit de dialogue ». La participation du président de la République à ces forums vise à positionner la RDC comme un pays solution
au cœur des enjeux et défis majeurs du monde dans les secteurs clés comme la transition énergétique et technologique, où la RDC est l'un des plus grands fournisseurs de minerais stratégiques, des minerais critiques, pardon, pour des technologies vertes et les batteries électriques et offre un potentiel hydroélectrique immense. C'est aussi le cas en matière environnementale où la RDC a initié de projets ambitieux de conservation comme le couloir vert Kivu-Kinshasa. Alors voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi s'est rendu selon la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui a produit, n'est-ce pas, cet élément à Davos pour aller, n'est-ce pas, y participer au forum, n'est-ce pas, économique mondial. Un forum qui connaîtra d'ailleurs la participation de certains chefs d'État. Paul Kagame n'y sera pas, donc on ne court pas les risques d'avoir de nouveaux échanges verbal entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Heureusement que l'un n'y sera pas et peut-être que finalement les cadres sera assaini parce que lorsque les deux chefs d'État se rencontrent dans des salons diplomatiques, généralement c'est pour s'échanger des pics, c'est pour s'échanger des mots parfois incendiaires et donc l'information principale est que Paul Kagame y a délégué plutôt son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré, qui sera à la tête, n'est-ce pas, de la délégation rwandaise. Alors, Félix Tshisekedi n'y est pas seul. Ce n'est pas du tout son habitude, ce n'est pas du tout l'habitude des dirigeants congolais. Lorsque une telle opportunité, n'est-ce pas, se présente, ils sont généralement très nombreux. Il y a la ministre de l'Environnement qui a signalé également sa présence à Davos. Le ministre également du commerce extérieur devrait également y être. Julien Paluku, je venais de vous parler de la ministre Eve Bazaïba de l'Environnement qui devrait également y être. Il y a vraiment plusieurs délégués de la République démocratique du Congo. On y a également vu la vice-ministre des Affaires étrangères, Ayagana Gato, qui est également sur place. Donc, il y a vraiment un certain nombre de ministres qui vont devoir accompagner les chefs, qui accompagnent le chef de l'État à ces forums-là de Davos. Alors, dans le camp de l'opposition, on est en train de critiquer ces déplacements de Félix Tshisekedi au moment où le pays traverse quand même une situation sécuritaire assez compliquée. D'ailleurs, certains opposants s'imputent à Félix Tshisekedi ou disons supposent, insinuent que Félix Tshisekedi va une nouvelle fois vendre les forêts de la RDC au mieux offrant, après avoir vendu les minerais aux Américains. Voilà donc la crainte de certains opposants, une crainte que nous ne partageons pas, bien évidemment, parce que nous n'avons pas deux éléments, nous restons factuels, et donc il y a vraiment certains opposants qui ont réagi dans ce sens-là, en disant que Félix Tshisekedi se rend à Davos, n'est-ce pas, pour aller vendre les minerais, le forêt de la RDC, après avoir vendu, n'est-ce pas, les minerais congolais aux Américains. Voilà donc tout l'enjeu de ces déplacements-là de Félix Tshisekedi. Un nouveau déplacement qui fait mal au pays puisque chaque déplacement de Félix Tshisekedi est devenu quasiment, n'est-ce pas, un sujet à polémique. À chaque fois que Félix Tshisekedi se déplace, vraiment, il y a de la polémique au pays. Donc, ces déplacements n'ont pas du tout, n'est-ce pas, fait exception dans l'opinion congolaise. Voilà, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes très nombreux, très chers abonnés. Merci de faire partie de ces numéros de décryptage, des numéros qui vous arrivent quasiment quotidiennement et auxquels vous avez droit à la parole. Alors, je vous ai dit en liminaire que les opposants congolais traversent de moments de détresse, puisque il y a vraiment, je ne vais pas utiliser des termes très forts de la chasse à l'homme ou de la persécution, mais quand même, il est signalé, notamment à Kinshasa, des enlèvements des opposants. Ça fait quasiment, ça va faire un mois que Ramazani Shadari, secrétaire du PPRD, a disparu. Et jusqu'à maintenant, personne n'a des traces de là où il se trouve. Et ce week-end, on a appris un autre enlèvement, cette fois de Aubin Minaku, le vice-président du PPRD également, qui a été, n'est-ce pas, enlevé de chez lui dans la soirée. On a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux
une femme en train de pleurer, le fait que Obem Inaku, n'est-ce pas, ait été enlevé de chez lui. On ne sait pas qu'est-ce que on va en faire, mais quand même, cela rentre dans le continuum, n'est-ce pas, de la rhétorique développée autour du PPRD, puisque au sein du sillage du pouvoir, certains tambourinaires du pouvoir ont déjà, n'est-ce pas, assimilé le PPRD à un mouvement rebelle. À un mouvement rebelle. Donc, cet acte, cet enlèvement rentre en quelque sorte dans le continuum, n'est-ce pas, de tout ce que endure ces partis, cet ancien parti au pouvoir en République démocratique du Congo depuis un temps. Alors, le PPRD a crié à la détresse. D'ailleurs, il y a eu un communiqué émis par le PPRD qui a dénoncé, qui a tenu à dénoncer une nouvelle fois de plus cet acte d'enlèvement. C'est ça, donc il y a eu un communiqué du PPRD allant dans les sens, n'est-ce pas? On va vous les lire pour que vous puissiez comprendre, très chers abonnés. Alors, je vous ai parlé de plusieurs opposants en République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui sujets, n'est-ce pas, aux enlèvements. Alors, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a plusieurs. On peut parler, par exemple, de Obem Inaku, qui est le cas le plus récent, le vice-président national du PPRD, du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, des camarades, Dounia Kilanga également, qui avait été enlevé, Parole Camiselo, les fameux Parole Camiselo, l'intervenant qui avait été également enlevé. Il y a également d'autres noms comme Onasius Kavoul également qui avait été enlevé. Tous ces gens-là, proches, n'est-ce pas, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sont aujourd'hui détenus dans des cachots secrets. Bon, pour certains, il y a maintenant des révélations que ils sont toujours, n'est-ce pas, gardés au niveau de cachots secrets du pouvoir ou de la maison civile, même de la maison militaire du président de la République, mais on n'en a pas encore véritablement de confirmation. Mais tous ces gens-là proches du pouvoir sont aujourd'hui passés à la trappe, n'est-ce pas, des différents services de renseignement proches du pouvoir. Alors, ils ne sont pas seuls, puisque vous vous rappellerez que l'autre opposant congolais, Nathanaël Onokomba, également avait été enlevé. Et jusqu'à maintenant, on continue toujours d'exiger sa libération. Donc, ça commence à faire un peu trop, ça commence à faire tâche au pouvoir que tous ces gens soient, n'est-ce pas, enlevés, pour certains séquestrés et pour d'autres même emportés de chez eux. Donc ça commence à faire tâche et ça commence à faire, n'est-ce pas, la liste commence à faire très long. Alors on a eu également d'autres cas, notamment le cas de Seth Kikouni qui serait en cavale également. C'est l'information qu'on vient d'avoir. Seth Kikouni qui aurait pris fuite de Kinshasa après que des menaces, n'est-ce pas, lui ont été proférées. Et donc, l'information actuelle est que Seth Kikouni vient de faire part, n'est-ce pas, de sa fuite du pays. Seth Kikouni n'est plus à Kinshasa. Il est en train de fuir ce qu'il qualifie de persécutions contre les opposants en République démocratique du Congo. On a également vu un message, un communiqué publié par la famille de Corneille Nangaa qui également est en train de décrier la persécution dont elle fait n'est-ce pas, dont elle fait face depuis que leur frère Corneille Nangaa a pris, n'est-ce pas, une voie dissidente à la voie du pouvoir central, une position dissidente à la position du pouvoir central. Alors avec tous ces cas-là d'enlèvement, de séquestration, d'emprisonnement, d'arrestation également, on se demande quel est le sort des dialogues projetés par Kinshasa. Puisque Kinshasa, tel que je vous avais dit, avait, n'est-ce pas, proposé que le dialogue se tienne non seulement sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, mais également et surtout à Kinshasa. Alors, avec tous ces cas
de séquestration, d'enlèvement, d'arrestation dont sont victimes les opposants. On se demande même comment ces opposants-là pourront se rendre à Kinshasa pour aller participer au dialogue, puisqu'ils ne seront pas en sécurité. Aucun opposant dur, radical à Félix Tshisekedi n'est aujourd'hui en sécurité à Kinshasa. Alors Denis Sesanga, certes, y est toujours. Il a d'ailleurs dit qu'il mènera son combat contre les régimes à Kinshasa. Martin Fayoulou, on ne sait pas trop pourquoi il n'est pas encore trop inquiété, mais quand même, quasiment tous les opposants et surtout ceux qui sont proches de l'ancien président Joseph Kabila ne sont pas en sécurité à Kinshasa et cela pose problème et cela vient, n'est-ce pas, compromettre toute idée de dialogue et même toute idée de décrispation du climat politique, très chers abonnés. Et donc la situation est très compliquée, on espère qu'elle s'améliorera prochainement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà ce que nous tenions à vous partager dans le cadre de ces WAP décryptage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouillot de nous avoir réalisé vraiment de main de maître. Il n'y a pas eu de tâches. Il n'y a pas eu. J'espère que vous également à la maison, vous nous avez suivis sans tâche. Merci à Web Info de nous avoir, n'est-ce pas, accordé cet espace pour venir échanger avec vous. Merci également à tous qui ont réagi et dont nous n'avons pas, n'est-ce pas, réussi à relayer le réaction. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et surtout passez d'excellents débuts de semaine chez vous.